Et nous voilà dans la troisième et dernière partie de ce chapitre 6, qui comprend le mouvement de satellites et de planètes. Donc dans le cas de mouvement de satellites et de planètes, on va se trouver dans un cas un tout petit peu particulier, qui est le fait que les trajectoires seront des trajectoires circulaires ou elliptiques, et donc on aura des mouvements périodiques. Plaçons-nous donc dans le cas d'une planète, P, qui se trouve ici, qui est en mouvement autour du Soleil, grand S, qui se trouve donc au centre de la trajectoire de P. On va redéfinir, comme dans les études mécaniques précédentes, un certain nombre de choses. Quel est le référentiel d'étude? Le référentiel d'étude, dans le cas du mouvement d'une planète autour du Soleil, ce sera donc le référentiel qui est centré sur le Soleil, c'est-à-dire le référentiel héliocentrique. Pour pouvoir appliquer les différentes lois de Newton, on va supposer que ce référentiel est galiléen, bien que il ne soit pas en toute rigueur, mais on va admettre pour notre étude aujourd'hui que ce référentiel l'est. Quel est le repère? Alors, là on se retrouve face à un problème, c'est qu'on a toujours pris des repères orthonormés. Pour la première fois, le repère sera toujours orthonormé, simplement ça sera un repère tournant. C'est-à-dire que ce ne sera pas un repère fixe dans lequel l'objet se déplace, mais c'est un repère qui tournera avec l'objet. Donc quel est le repère? L'origine du repère c'est la planète, et on définit deux vecteurs unitaires, un vecteur grand N, normal, et un vecteur grand T, tangent. Je vais revenir juste après la détermination du système sur ce à quoi correspond ce repère. Quel système? Le système c'est la planète P. Donc, comme dans toutes les études, j'écris le bilan des forces. Quel est le bilan des forces appliqué au système? Alors la seule force qui peut exister sur une planète exercée par le Soleil ou d'autres astres, sont des forces gravitationnelles. On va négliger toutes les forces autres que celles exercées par l'astre massif le plus proche, en l'occurrence le Soleil. Donc la seule force que va ressentir la planète P, c'est la force exercée par le Soleil sur cette planète. Une fois que j'ai écrit ça, j'en arrive à la deuxième loi de Newton, puisqu'on sous-entend et on suppose que le référentiel d'étude est galiléen. La deuxième loi de Newton dit quoi? Dit que la masse de la planète, que je vais appeler grand M, multipliée par son accélération, est égale à la somme des forces exercées, c'est-à-dire à la force qu'exerce le Soleil sur cette planète. J'exprime maintenant la force de gravitation universelle, exercée par le Soleil sur la planète. Donc cette force dépend, je repasse en noir, dépend de la constante de gravitation universelle, grand G, la masse de la planète, la masse du Soleil, le tout divisé par, dans notre cas, le rayon de la trajectoire au carré, grand R étant le rayon. Et cette force est portée par le rayon, qui lui-même porte le vecteur unitaire grand N. On se retrouve donc avec la relation qui dit que masse de la planète fois petit a est égale à grand G, M, ms, fois vecteur unitaire N, divisé par R au carré. Je simplifie par la masse de la planète, et j'arrive à l'expression de l'accélération, qui dit que j'ai gms sur R au carré, multiplié par le vecteur unitaire N. Donc arrivé là, j'ai l'expression de l'accélération. Je suis obligé maintenant de définir un certain nombre de choses. Donc tout ce que je vais dire maintenant est à savoir par cœur, et vous n'avez en aucun cas ni le besoin, ni la possibilité d'ailleurs, ni les connaissances pour le démontrer. Donc quand on a un mouvement curviligne, c'est la définition générale d'un mouvement qui n'est pas rectiligne. Donc un des mouvements curvilignes particuliers sera le mouvement circulaire. On dit que dans ce cas-là, l'accélération sera égale à la somme de deux composantes, une accélération normale et une accélération tangentielle. Ces deux composantes vont avoir des valeurs différentes. L'accélération normale sera égale au carré de la vitesse divisé par le rayon de la trajectoire.
le tout porté par le vecteur unitaire n, et l'accélération tangentielle correspondra à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, le tout porté par le vecteur unitaire t. Ces deux expressions-là sont à connaître par cœur et à utiliser dans le cas de mouvement curviligne. Je suis dans le cas de mouvement curviligne, donc maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais insérer cette relation-là dans cette relation-là. C'est-à-dire, je vais dire que les deux expressions très générales de l'accélération qui sont là, c'est-à-dire v au carré sur r multiplié par le vecteur n, plus dv, donc la dérivée de la vitesse multipliée par le vecteur t, est égal à g fois ms divisé par r au carré, le tout multiplié par le vecteur n. Et je me retrouve ici avec une relation vectorielle qui revient en fait à la projection des relations précédentes dans les deux précédentes vidéos, c'est-à-dire mouvement dans le champ de pesanteur et mouvement dans le champ électrique. On faisait une projection sur les axes du repère, et là en fait on a réalisé cette projection en intégrant cette définition de l'accélération dans notre relation d'accélération. Comment je fais? Maintenant je vais simplement me contenter de lire les égalités de composantes sur les deux vecteurs unitaires. Cette relation est donc la relation qui correspond exactement à la situation de la planète P en mouvement périodique autour du Soleil S. Cette planète P a un mouvement que l'on peut qualifier de circulaire, c'est-à-dire qu'elle décrit une orbite qui est un cercle autour du Soleil. Si maintenant je regarde ce qui se passe sur chaque vecteur unitaire, selon le vecteur unitaire grand N, qu'est-ce que je peux écrire comme relation? On a à gauche V carré sur R, qui est égal à la composante de droite, c'est-à-dire G ms sur R au carré, et selon le vecteur unitaire T, j'ai à gauche dv sur dt, et à droite, je n'ai aucune composante selon t, ça veut dire que la composante correspond à 0. Je me retrouve donc avec deux équations. Ces deux équations, je peux les simplifier. Je vais simplifier ici la première par la grandeur grand R, et je me retrouve avec V qui est égal à racine carrée de G ms sur R. Et la deuxième relation, si la dérivée de la vitesse est nulle, ça veut donc dire que la vitesse, elle est constante. Donc, qu'est-ce que l'on retire de cette relation-là? On va retirer que si le mouvement est circulaire, donc là on décrit l'allure de la trajectoire, la vitesse est égale à une constante. Et donc on parle de mouvement circulaire uniforme. Et quelle est la valeur de la vitesse? La valeur de vitesse est déterminée par l'équation que l'on obtient selon le vecteur grand N. Donc cette vitesse vaut racine de Gms sur le rayon de la trajectoire. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à regarder, c'est qu'en fait la vitesse de la planète P est totalement indépendante de la masse de cette planète, et ne dépend que de la masse de la planète qui exerce l'attraction gravitationnelle, ainsi que la distance qui sépare la planète qui ressent l'attraction de la planète qui exerce son attraction. Donc là, on arrive dans un premier temps à l'expression de la vitesse. On est parti de l'accélération et on arrive à la vitesse. Donc maintenant, si on trace le vecteur vitesse, la trajectoire étant circulaire, la vitesse est donc tangente à la trajectoire, et comme la trajectoire est circulaire, la vitesse est donc portée par un axe qui est perpendiculaire au rayon, c'est-à-dire par le vecteur t. Donc si on représente le vecteur vitesse est donc porté par le vecteur t.
Ce qui veut donc dire que sur un schéma comme celui-ci, on se retrouve avec l'accélération, je vais mettre les deux grandeurs en bleu, l'accélération qui sera donc comme ça, voilà l'accélération, et la vitesse qui sera portée par le vecteur t. Il nous reste une autre grandeur à déterminer. Cette grandeur, c'est la période de révolution. Qu'est-ce que la période de révolution? C'est le temps nécessaire pour que la planète fasse un tour. Donc cette période de révolution se définit, s'exprime par la lettre grand T, se définit comment? Ben, se définit tout simplement en disant que c'est le temps nécessaire pour qu'elle fasse un tour. On connaît sa vitesse, on connaît l'orbite, donc on connaît exactement le périmètre qu'elle décrit pour faire un tour. Ce périmètre, c'est donc 2πr. Et la période, c'est quoi? Ben, c'est le périmètre divisé par la vitesse à laquelle elle se déplace. Ce qui revient, si j'utilise la grandeur de vitesse trouvée précédemment, à avoir une expression de ce type-là. C'est-à-dire 2πr multiplié par, j'inverse la racine, r sur g ms. Et si je décide de tout rentrer dans la racine, je multiplie tout au carré, 4πr carré fois r sur g ms. C'est-à-dire 4 pi carré r au cube sur gms. Voilà l'expression de t. Alors cette période, on peut l'écrire autrement. On peut l'élever au carré pour supprimer la racine carrée. Et on trouve donc que t est égal à 4 pi carré fois r au cube divisé par gms. Là encore, la période ne dépend en rien des caractéristiques de la planète P. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre à la distance grand R du Soleil n'importe quelle planète de n'importe quelle masse, sa période sera indépendante de ses caractéristiques propres. Arrivé là, on peut extraire quelque chose qui nous sera utile dans la suite, dans la détermination des lois de Kepler. C'est le quotient t carré sur r au cube, qui est égal donc à 4 pi au carré sur gms, et ce quotient-là est une constante. Et on arrive ici à la démonstration de la troisième loi de Kepler. Donc cette troisième loi de Kepler figure ici, dans la dernière partie de ce chapitre. Elles sont au nombre de 3, ces lois de Kepler. Les deux premières sont des lois que vous devez connaître, donc vous avez les définitions qui sont notées en rouge. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la loi des orbites, c'est-à-dire que dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire des planètes est une ellipse, dont l'un des foyers est le centre du Soleil. Donc là, je reviendrai un petit peu en cours sur cette définition-là. La planète décrit une ellipse autour du Soleil. Dans la réalité, l'ellipse est quasi circulaire et donc on l'assimile à un cercle. La deuxième loi est une loi des airs qui dit que le segment qui relie la planète au Soleil décrit des surfaces égales pendant des durées égales. C'est-à-dire que si par exemple du début de cette position-là à celle-ci, la planète s'est déplacée pendant une durée de 1 mois, d'ici à là également pendant une durée de 1 mois, les surfaces balayées qui apparaissent ici en vert, dans les deux cas, si la durée est la même, les surfaces balayées sont les mêmes. Et la dernière loi, qui est la loi des périodes, c'est celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire que t au carré sur r au cube est égal à 4 pi carré sur gms. Et dans le cas d'un mouvement autour du Soleil, cette loi s'applique pour toutes les planètes qui sont en mouvement autour du Soleil. Voilà, le chapitre 6 se termine sur cette troisième vidéo qui concerne donc les mouvements de satellites et de planètes.